Nous vous proposons à cette occasion de vous faire découvrir les visages des champions africains, ceux et celles qui ont marqué l'histoire de l'olympisme et surtout ceux qui pourraient créer la surprise cet été. Pour en parler, l'expert toute catégorie, le journaliste Silver Henri Cissé, bonjour, que l'on retrouve chaque samedi sur RFI dans l'Afrique en jeu, émission que vous produisez. Vous êtes également co-auteur de Olympisme, une autre histoire du monde parue aux éditions La Martinière. Merci beaucoup, ravi de vous retrouver sur France 24. D'abord en quelques mots, quel est le sens de votre émission sur RFI ? Le sens de l'émission sur RFI est de parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais en dehors de la performance sportive. Nous allons en parler en termes de politique, de sociologie, d'histoire, comprendre en fait quels sont tous les ingrédients qui permettent aujourd'hui à ce que cet événement soit le plus grand événement au monde. Alors l'Afrique qui sera représentée dans la majorité des disciplines, c'est en athlétisme que les chances de médailles sont les plus importantes. On attend notamment le Kenyan Eliud Kipchoge à 39 ans. Il vise une 3e médaille d'or à Paris. Son portrait avec Clémence Valeur. Il est une icône dans le monde du marathon. Le Kenyan Eliud Kipchoge est le double champion olympique en titre. Cet été, il n'a qu'un seul objectif, entrer dans l'histoire en devenant le premier à obtenir un 3e titre olympique. Au Kenya, on dit qu'il ne faut pas courir après 2 lapins à la fois, car on les rate tous. On n'en chasse qu'un. C'est donc le lapin des Jeux Olympiques que je poursuis en ce moment. Se fixer des défis est la devise du grand sportif. En 2018, le coureur devient le premier athlète à terminer un marathon sous la barre des 2 heures et 2 minutes. 4 ans plus tard, il battra son propre record en inscrivant un chrono de 2 heures 1 minute et 9 secondes. À l'aube de ses 40 ans, la volonté de la légende du marathon reste inébranlable. Pas question de mettre son dossard au placard. Si vous pouvez me convaincre qu'au moment où je franchirai la ligne d'arrivée, le monde entier sera devenu un monde de course à pied, alors je prendrai ma retraite. Kipchoge fait partie d'un club très fermé de champions. Avec l'Éthiopien Abebe Bikila et l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski, ils sont les 3 seules personnes dans l'histoire à avoir obtenu 2 médailles d'or olympiques consécutives au marathon. Voilà, Kipchoge qui pourrait donc devenir le premier humain à gagner 3 fois de suite. Silver Henri Cissé, il peut rentrer dans la légende des Jeux cet été ? Non, mais il est déjà dans la légende des Jeux Olympiques. Mais là, il pourrait passer à atteindre un stade qui serait unique. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques athlètes comme Carl Lewis, par exemple, qui forment ce club. Il est aujourd'hui dans un club extrêmement fermé. Et s'il réalise cette performance, c'est-à-dire atteindre la 3e médaille d'or aux Jeux Olympiques, alors là, il retournera un tout petit club non pas de demi-dieu, mais de dieu du stade. Voilà. Elle aussi court très vite. L'Ivoirienne Marie-Josée Tallou qui s'alignera sur les 100 et 200 mètres, ses épreuves favorites. Elle avait marqué les esprits à Tokyo. Elle est déterminée, elle est un vrai espoir de médaille pour la Côte d'Ivoire. Elle est un véritable espoir de médaille, mais tout d'abord, je voudrais vous dire que ce qu'on aime bien aux Jeux Olympiques, ce sont des histoires. On a une très belle histoire avec Kipchoge que nous avons vu tout à l'heure, qui va peut-être raconter une belle page des Jeux Olympiques. Avec Marie-Josée Tallou, ce sera différent. Pourquoi ? Parce que c'est la dramaturgie, c'est la revanche. Rappelez-vous, à Rio, elle est au podium du 100 mètres et du 200 mètres. Au pied du podium, 1 millième la sépare de la 3e. Et là, elle pourrait prendre sa revanche à 35 ans et écrire une très très belle histoire des Jeux. Et en plus, ce serait la confirmation de la belle école de sprint que nous retrouvons en ce moment en Côte d'Ivoire et qui a toujours donné de très grands sprinteurs. Ce serait vraiment une très belle histoire et une belle revanche pour une jeune fille que je trouve solaire et exemplaire. Bon, on espère l'avoir sur le podium. Un mot sur la parité. Est-ce qu'elle est respectée en Afrique ? On en voit autant d'athlètes femmes que d'hommes ? C'est une obligation, c'est une obligation, c'est une volonté du Comité international olympique et c'est une volonté. Pour en avoir discuté avec Moustapha Berraf, le président de l'ACNOA, qui est l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, en tout cas, cette parité a été voulue et je pense qu'elle sera respectée. Au dernier moment, on peut toujours avoir des petits problèmes, mais je pense qu'on va atteindre les 50%. Alors lui aussi compte affoler les compteurs, le Botswanais Cécile Tebogo. Il a seulement 20 ans, il est déjà comparé à Usain Bolt. Alors désolé, j'ai écorché son nom.
Oui, Tebogo, 21 ans, il aura 21 ans en juin, donc il aura 21 ans cet été. Ouais. C'est vraiment un petit miracle que l'on a ici. Moi, je l'appelle le petit Bolt. Pourquoi? Parce qu'au championnat du monde l'année dernière, en 2023, il est arrivé sur la 2e place du podium. C'était le premier Africain à monter sur un podium au championnat du monde. Il a terminé, il a pris le bronze donc aux 200 mètres. Il me fait penser sur le 200 mètres à un certain Frankie Frédéric. Vous vous souvenez de ce Namibien, il y a à peu près une quinzaine, vingtaine d'années, qui était exceptionnel. Il a la même élégance, la même foulée, et il n'a que 21 ans, c'est-à-dire qu'il a encore 7, 8 ans, 9 ans, il peut être au plus haut niveau. Et je pense qu'il va pouvoir concurrencer Noah Lyles, l'Américain, qui se donnait comme performance de remporter 3 médailles, c'est-à-dire aux 100 mètres, aux 200 mètres, aux 400 mètres. Et c'est lui qui pourrait venir perturber les jeux et en tout cas les espoirs de l'Américain Lyles. Monsieur Tebogo, pourquoi l'athlétisme est la discipline phare des Africains? Comment ça s'explique? Parce que c'est un sport où on n'a pas besoin d'un grand capital économique. C'est la première explication. Vous le savez, le continent africain compte malheureusement des pays, alors qu'on appelle soit en difficulté, soit émergents, soit en développement, mais qui peuvent s'exprimer dans des sports où on n'a pas besoin d'un grand capital économique. Ensuite, dans certains pays, vous prenez l'Éthiopie, le Kenya, il y a un système qui a été mis en place. Un système que l'on retrouve par exemple en Jamaïque. La Jamaïque est toute petite et pourtant elle produit des grands sprinteurs. L'Éthiopie n'a pas un grand capital économique, en tout cas moins important que les pays européens, mais en créant un système sportif, ils ont réussi à produire des très grands coureurs de fond et de demi-fond. Il faut savoir que, par exemple, aux Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne, l'Éthiopie n'avait pas envoyé de coureurs de fond et de demi-fond. C'était pas leur spécialité. Ils ont préféré le football, et c'est avec la victoire de Abebe Bikila en 1960 qu'ils ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer de cette discipline, et ils ont vraiment mis l'accent sur le fond et les demi-fonds. Et d'ailleurs, Sylvain Henry, l'Afrique pourrait briller dans un autre sport, le taekwondo? Ah oui, le taekwondo. Déjà, il y a eu une émergence à Rio avec, là encore, des Ivoiriens. Les médailles de Cheikh Cissé Salah et de Ruth Babi qui ont explosé. Il y a eu aussi Issoufou, le Nigérien. Et bien avant cela, à Londres, ça a été le premier. Il y a Anthony Obam, le Gabonais, qui avait remporté la médaille d'argent dans les poids lourds. Ce qui est intéressant avec le taekwondo, c'est que c'est un sport qui a vraiment tout fait pour que les pays émergents soient au même niveau que les pays développés. Ils ont donné les matériels, ils ont envoyé des formateurs. C'est notamment la Corée du Sud qui a voulu que ce sport puisse s'exporter. C'est le soft power sportif qui s'est exprimé à travers le taekwondo. Et aujourd'hui, nous avons des nations africaines qui sont au niveau des plus grandes nations. Et là aussi, je pense que nous aurons encore de très belles surprises et des médailles africaines en taekwondo. Bon, voilà pour le côté réjouissant. L'envers du décor, parce qu'il y en a un, ce sont les difficultés financières qui empêchent beaucoup d'athlètes de participer aux Jeux de Paris. Je propose de regarder ce reportage tourné dans un village de l'Aveyron, ici en France, où sont accueillis des athlètes africains. À bien écouter, il semblerait que les Jeux aient déjà commencé ici, sur les bords du Lot. Venus de Djibouti, de Côte d'Ivoire, du Bénin, 7 athlètes africains ont posé leurs valises et surtout leurs raquettes à Espalion, en Aveyron. 30 heures par semaine à répéter les mêmes gestes au rythme des conseils de leur entraîneur. Doucement, doucement. Et toi, tu la lèves, celle-là. Tu vois, tu la lèves. Alors qu'il n'y a pas d'effet dans la main. Dame Ndiaye a quitté la chaleur de Dakar il y a 2 ans pour un climat un peu plus frais, en apparence en tout cas. Il faut tout le temps être sur les appuis, il faut se déplacer, il faut le réflexe, il faut tout. Donc ça demande beaucoup d'efforts physiques. J'espère bien que ces gouttes de sueur-là vont m'amener aux Jeux Olympiques. Cette préparation coûte à chacun 600 € par mois en moyenne. Des équipements flambant neufs, un entraîneur professionnel. On reste simple, on ne fait pas de faute. Et pour Rama Houssen, des partenaires tous issus de la commune, enfin à sa hauteur. Il n'y a pas beaucoup de filles qui ont mon niveau à Djibouti, donc c'est un peu compliqué de s'entraîner, mais aussi de progresser. À un moment donné, on stagne, et c'est dans cette optique-là que je suis venue en France. Jamais j'aurais pu faire les Jeux Olympiques, donc je le vis à travers Rama, à travers Bourane. Les premiers athlètes sont arrivés ici, il y a presque 3 ans, à l'initiative de la commune qui a facilité leur installation. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir les gars. Allez. Aujourd'hui, les échanges avec les habitants d'Espalion ne se font plus seulement raquette à la main. Par contre, on avait dit qu'on allait faire une raclette à la maison, par contre. Alors, il faut manger léger. Non, léger, c'est mort. En tant qu'entraîneur, je suis non, mais pas ça, alors par contre, moi, je voulais un poulet yassa. Nous, on est là pour les accueillir, pour leur montrer aussi notre culture, partager plein de choses, partager voilà, les plats typiques. Vu qu'on est loin de nos familles physiquement, je pense qu'on a retrouvé une seconde famille, comme on dit ici. Une famille élargie.
4800 habitants mobilisés pour aider ces sportifs. Alors tu vas tendre le bras, la paume en haut, voilà, tu résistes. À commencer par les professionnels de santé, malgré leur carnet de rendez-vous bien rempli. Tout le monde joue le jeu. Personnellement, quand il faut prendre un sportif, je m'arrange pour réagir le plus tôt possible. Il y a aussi les commerçants. Je te présente Monday. Comment ça va? Qui vient d'arriver. Monday débarque tout juste du Bénin et ne parle pas encore français. Donc regarde, tu vas devoir remplir les sirops, tu vas aller jusqu'au bout là-bas, tout ce qui est liquide. Okay. Pas là-bas. Accompagné du président du club de tennis de table, il vient chercher un emploi dans ce magasin pour financer sa préparation et continuer de croire en son destin olympique. C'est une descente. Sans travail, tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne peux pas te payer ton entraînement et ça devient compliqué. Donc pour moi, obtenir un emploi dans ce magasin, c'est comme être sur le toit du monde. Si ça peut aller au bout, on sera fiers pour eux et on pourra dire qu'ils sont passés chez nous. Pour certains champions, la route des Jeux est parfois au bout d'un rayon. Vas-y, prends la balle plus tôt. Dame, l'athlète sénégalais, a choisi de transmettre sa passion aux jeunes du club. Son objectif, passer ses diplômes d'entraîneur et pourquoi pas, après les Jeux, rester quelques années de plus en Aveyron. Tu en vas vers l'avant. Espalion nous a fait venir ici, nous a mis dans un bon gymnase et tout, avec des entraînements de qualité. Donc c'est à nous aussi de rendre l'appareil un peu, quoi. Le chemin vers Paris est encore long et tous n'obtiendront peut-être pas leur qualification. Mais en Aveyron, ces athlètes auront plané quelques années dans un rêve olympique. Voilà, et nous sommes toujours avec le producteur et journaliste animateur de l'Afrique en jeu. Excellente émission sur RFI, Silver-Henri Cissé. Est-ce qu'on sait combien d'athlètes africains ne pourront pas atteindre leur rêve, participer aux Jeux de Paris faute d'argent? C'est le cas notamment, je crois, du surfeur sénégalais Chérif Fall. On va faire le compte et on aura le chiffre exact à la fin du mois de juin quand les qualifications seront terminées. Mais il y a certains athlètes et votre reportage est vraiment excellent. Je tiens à vous féliciter pour avoir montré quelle est la difficulté auxquelles sont soumis certains athlètes. Et ces athlètes-là, eh bien, ils bénéficient, comme l'a montré votre reportage, de ce qu'on appelle la chaîne de solidarité. Il y a la chaîne de valeur dont bénéficient certains sports qui rapportent des revenus tels que le football, tels que le rugby, tels que le basket. Et ensuite, il y a des sports qui ne rapportent pas assez de revenus tels que le tennis de table. Et là, la chaîne de solidarité se met en place. C'est notamment la bourse olympique qui aide les athlètes et qui leur permet de pouvoir se préparer et s'entraîner. Ce sont des fédérations qui mettent des circuits à disposition des athlètes pour qu'ils puissent venir dans les pays comme la France ou des pays européens afin qu'ils puissent se préparer et s'entraîner. Ou ce sont des initiatives privées telles que des clubs ou des mairies comme on a pu le voir dans votre reportage. Et cette solidarité, elle est exemplaire et elle est surtout nécessaire pour que certains athlètes puissent bénéficier de cette solidarité et puissent participer à de grandes compétitions comme les Jeux Olympiques. Les athlètes africains qui seront présents, en tout cas, vont être dorlotés à Paris, hein, puisque la mairie a créé un village club Africa Station. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette initiative. Oui. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de réunir les Africains dans la fête, dans la festivité. Vous savez, chaque pays a ce qu'on appelle un club. Donc, il y aura le Club France où les athlètes vont pouvoir rencontrer les supporters, les sponsors, se retrouver pour fêter également ceux qui ont remporté les médailles d'or. Eh bien, à l'île Saint-Denis, on va créer un club à l'image du continent. Pour une fois, le panafricanisme va exister. Le panafricanisme va exister par le sport. C'est-à-dire que les 50 pays du continent pourront se retrouver dans le même espace pour fêter donc les vainqueurs, pour se retrouver afin de célébrer le continent africain. Et aussi pour se découvrir entre pays. Vous savez, parfois, on ne se connaît pas très bien entre pays africains. Bien là, ce sera l'occasion de se découvrir par et pour le sport. Bon, on a hâte d'y être. Merci en tout cas, Silver-Henri Cissé, de nous avoir accompagnés pendant ce quart d'heure africain. Afrique en jeu tous les samedis à 11h30, temps universel sur RFI, et jusqu'au 21 septembre, hein, Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci infiniment et à très vite sur les antennes de France 24.